On a une tradition, on s'est dit que pour qu'on commence un peu ce podcast, on allait faire des petits cérémonials qui nous permettent de mettre un peu les choses en place et qui peuvent peut-être donner quelques habitudes. C'est qu'on va d'abord trinquer, même si pour l'instant on n'a pas encore choisi le verre. Donc ça sera le début de la partie. Je vous le disais tout à l'heure, je suis très content de vous accueillir ici à Hélène Esseigné, et puis donc Fox qui est guitariste du groupe Newton, pour plein de raisons, parce que d'abord la musique c'est un univers qui est très important pour nous, parce qu'à la fois comme on peut en parler souvent, on a associé la musique et le vin, on a fait notamment pas mal d'animations autour de ça. On est très intimidé aussi de vous recevoir ici, parce que forcément, pour un premier podcast, c'est quand même pas simple. Dans l'idée, peut-être que pour commencer notre événement, je vais demander à Fox si tu veux choisir la couleur, le style de vin que tu as envie de goûter pour notre discussion d'aujourd'hui. Moi, je partirais bien sur un blanc, personnellement. Sur un blanc. Ouais. Très bien. Donc du coup, on va te proposer de t'amener un blanc que tu ne vas pas savoir évidemment, parce qu'on va le servir à l'aveugle. C'est pas pour te faire découvrir les choses ou pour vous faire découvrir, c'est surtout pour que cette bouteille reste un peu un mystère pendant tout le cérémonial, en tout cas qu'on est en train de mettre en place. Je vais commencer par toi, Fox, parce que je sais que t'es quand même très amateur de vin. Et donc j'ai une petite question, c'est comment est-ce que t'as rencontré le vin? Moi, mes premiers souvenirs avec le vin, quand j'étais enfant, j'allais chercher avec la petite caissette sur mon vélo le vin de mon grand-père, le fameux vin où les bouteilles étaient consignées. C'est ça les premiers souvenirs que j'ai. Et puis après, oui, c'était les fêtes familiales, les fêtes de famille, les baptêmes. Il y a toujours eu du vin à table. Et j'ai un souvenir particulier, l'été, quelque chose que j'ai jamais fait et que je comprenais pas pourquoi mon grand-père ou même mon père faisait ça à l'époque. Il faisait ce qu'on appelle une trempée au vin. L'été, le soir, en guise de dîner, une soupe au vin où il mettait du pain rassis dedans, des croûtons de pain. Ouais. Et ils mangeaient ça, ils buvaient ça. Ils appelaient ça la trempée au vin. Donc nous on faisait ça avec du lait, avec les enfants, et eux ils faisaient ça. C'est vraiment les deux souvenirs là que j'ai. Et du coup, pour connaître un peu ton histoire, c'est du côté de ta famille, puisque tu as une partie de ta famille qui est vigneronne. Ouais. Et notamment sur Coulonges-Lavineuse, je pense à Steve. Ouais, tout à fait. Alors c'est des cousins éloignés, c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés après et seulement après j'ai su qu'ils étaient vignerons. Mais du coup oui, ça nous a encore plus de choses en commun à se raconter après avec cette famille-là, avec Steve Lemoule notamment, ouais, sur Coulanges, qui a loué aussi maintenant des parcelles sur Chablis et qui s'essaye un petit peu aussi au Chablis. Oui, on le connaît parce qu'on travaille souvent, en tout cas on a travaillé longtemps avec lui et puis ça nous arrive de l'avoir en contact parce qu'il est relié avec nous sur Instagram. Et du coup c'est après que j'ai découvert, parce que je t'ai connu après lui finalement, et j'ai découvert que c'était son cousin, donc je trouve ça plutôt sympa et marrant. Et donc par rapport à vous Emmanuel, donc du coup forcément ce qui nous réunit là c'est quand même la musique, puisque vous êtes en train de mettre en place un album, je crois. Et du coup comment est-ce que puisque vous me disiez que vous ne buviez pas de vin, c'était pas trop votre non, moi je viens d'une famille française, donc j'ai été élevée avec des gens mes parents, mes grands-parents qui consommaient du vin, qui consomment du vin. Mais ça m'a jamais, c'est jamais quelque chose qui m'a attirée ou ça peut m'arriver de boire un peu de vin rouge, c'est le seul truc à la limite que j'aime bien, et du cidre. Mais, vin rouge avec du cidre? Non, c'est les deux trucs que j'aime bien, quoi. Okay. Peut-être une bière de temps en temps, mais vraiment assez rare, mais c'est pas quelque chose qui m'a attirée. Je me permets une question, le fait d'avoir souvent des rôles des personnages, je veux dire, d'être dans une situation où vous buvez un verre de vin, etc., ça vous donne pas parfois envie de recréer ce moment-là?
pour vous-même, par exemple, je sais pas, un moment à table où on déguste une bonne bouteille et vous devez jouer le rôle de celle qui apprécie, qui déguste. Il y a des moments où on aurait envie finalement de reconstruire cette ambiance. Ben, vous savez, quand je joue et c'est pas moi, donc je joue plein de situations, par exemple, que j'ai pas du tout envie de recréer. Comment vous écoutez votre musique? Comment vous vous inspirez? C'est quoi votre manière à vous de vous évader ou Moi, j'aime beaucoup faire du sport. Ok. Donc ça, c'est ma manière à moi de justement de m'évader. Puis de faire de la musique. J'adore faire de la musique. J'adore faire des concerts. J'ai plein de manières. J'écoute aussi beaucoup de musique. Et vous dites que quelquefois, il vous arrive de boire un verre de vin rouge, par exemple. Est-ce qu'il y a un moment particulier Quand par exemple, je sais pas, par exemple quand c'est mon anniversaire. C'était il y a pas très longtemps. Ouais, c'était il y a pas longtemps. Ou quand je suis très contente, j'ai une bonne nouvelle. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, et c'est pour ça que je vais après peut-être tourner un peu les choses sur votre sensibilité musicale pour le coup. Pour moi, en fait, c'est avant tout une captation des sens, c'est-à-dire que c'est un jeu sur lequel c'est un jeu olfactif qui est une résonance, exactement l'exemple d'une résonance d'un instrument de musique sur lequel il y a une résonance avec une vibration. Et du coup, on peut créer des corrélations en fait entre la perception olfactive et la perception auditive. C'est d'ailleurs un des grands sujets que j'avais évoqué. C'est pour ça que je voulais que Fox vienne ici, puisqu'en fait, on est amis aussi musicalement parlant. Et du coup, pour moi, il y a des corrélations. Alors, je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre l'exemple d'un jus de citron. Si je vous fais boire un jus de citron pur, vous voyez à peu près l'expression que vous allez faire. Ouais. Ça va être relativement agressif avec quelque chose qui va être relativement désagréable. Mais si je prends un violon et que je fais sonner la note très aiguë, vous aurez le même sentiment. C'est-à-dire que vous aurez vraiment un sentiment de quelque chose qui vous agresse l'oreille et qui vous donne finalement le sentiment commun à cette histoire de citron. Donc, pour moi, il y a une passerelle directe en fait. Et je crois que ce qui est intéressant dans l'approche du vin, c'est pas forcément la forme d'ivresse qu'elle peut procurer, même si je peux y trouver aussi un intérêt. La convivialité. La convivialité, mais aussi la dimension que ça apporte olfactivement. C'est-à-dire que si on s'y sensibilise et qu'on conscientise cette partie-là, on a des formes qui vont être une nouvelle forme d'univers sur lequel on capte des choses. Donc olfactivement, dans le plaisir, etc. Tout comme on peut capter des choses dans la musique. Bien sûr, bien sûr. Alors Fox, j'ai une question justement par rapport à ton approche, on va dire le fait que tu sois un artiste et ton approche sensible, c'est-à-dire que comme on pouvait l'évoquer, je connais un peu ton oreille, je sais que tu es très attentif justement à ce sens. On est toujours dans un endroit ou dans la manière dont quelqu'un joue ou dans la précision auditive, tu es toujours assez attentif et tu sais toujours à peu près sur quel type de mesure ou quel type de note la personne va jouer. Et donc, est-ce que cette forme de conscientisation, tu peux le répercuter sur tes autres sens, ou est-ce que tu sens que l'olfaction, par exemple, est une forme sur laquelle tu peux jouer de ta sensibilité et y être relativement attentif aussi? Ou est-ce que pour toi, tu priorises vraiment ton oreille et finalement tu es beaucoup moins attentif à tes autres sens? Quand j'ai commencé à jouer de la guitare, c'est là que mon ouïe s'est développée. Dans le sens où quand j'entendais un titre à la radio, du coup mon oreille s'aiguisait en découpant tous les instruments qu'il y avait dedans. Je te donne l'exemple d'une basse. J'avais jamais entendu une basse de ma vie. Enfin, j'avais l'impression, avant que je fasse de la musique, que la basse n'existait pas. À partir du moment où j'ai fait de la musique, j'entendais un tout. J'entendais un tout, voilà. D'ailleurs, c'est un peu comme l'olfaction. Exactement. Ouais. Et j'entendais quelque chose de global. Et quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au vin, j'ai appris que le vin, avant même de le mettre en bouche, on le sentait. Donc il y avait. Et là, je me dis, tiens, première étape, mais ça sent le vin. Il y a quelque chose dans ce verre.
Tiens, ça me rappelle des bonbons à la fraise que j'allais acheter à telle boulangerie, tu vois. Ouais. Et ça s'est développé comme ça, mais un peu comme la musique, du coup, tu vois. Donc voilà, effectivement, il y a une similarité, je trouve, dans la manière dont j'ai appris à aiguiser mon oreille ou l'odorat et le goût, du coup. Ouais, parce que moi, c'est toujours la question que je me suis toujours posée, puisque comme tu le sais, j'associe beaucoup la musique et le vin, et j'ai tenté notamment, j'ai mis en place un peu une prestation autour de la musique et du vin, sur lequel j'essaie de donner des clés en fait pour essayer de comprendre le vin à travers la musique ou réciproquement. On peut coder en fait un certain nombre de choses, parce que je pense que le sens en soi, c'est une forme sensible, mais qui est une forme aussi dans une forme d'apprentissage sur laquelle on peut conscientiser les choses et on peut ressentir et donner une dimension à la chose, non pas parce que cette dimension on la crée et qu'elle n'existe pas, mais au contraire parce qu'on y est plus attentif et finalement, je ne sais pas si tu le ressens comme ça au niveau de l'oreille musicale, pour rester sur ton univers. L'oreille musicale, par exemple, on se rend bien compte que si on est sensible à l'écoute et qu'on est attentif, on entend les ondes qui permettent de voir que ta note n'est pas forcément en accord, si par exemple tu es en train d'accorder un instrument, ou s'il y a une arythmie particulière dans un morceau que tu écoutes, etc., etc. Et donc, notamment, tu parlais des basses, on peut dissocier en fait aussi son écoute, pour voir si la basse est en corrélation avec le chant, est en corrélation avec le rythme, etc., etc. Mais tout ça, finalement, c'est une concentration, une attention et une captation de nos formes sensibles qui nous rapportent et qui nous font un peu faire un pied de nez à la mode en ce moment de l'intelligence artificielle, mais qui pourrait être justement pour rassurer l'homme par rapport à ce que peut être l'intelligence artificielle aujourd'hui. On est en train de dire que l'intelligence artificielle ne produira jamais cette sensibilité-là. Et je voudrais juste terminer avec toi, justement, si tu as toujours l'impression que cette oreille, tu l'affines encore aujourd'hui, ou est-ce que pour toi, tu as le sentiment d'avoir acquis complètement ce sens Alors, heureusement que non. J'écoute encore des choses qui me surprennent alors même des choses que j'aime pas, hein, du coup, mais est-ce que en fait je les aime pas parce que c'est un son que je ne reconnais pas. Mais ce que tu dis est tout à fait juste. J'ai fait fac de musicologie, j'ai étudié ce qu'on appelle l'organologie. Et dans l'organologie, justement, on a étudié chaque instrument, la brillance, le spectre de chaque instrument. Et dans ce que tu dis, je me retrouve totalement là-dedans. Et quand tu parlais d'acidité et du coup avec la note aiguë du violon, et c'est vrai, et c'est vraiment ça. Et je me souviens d'un cours sur le trombone, où le trombone est en fait un instrument hyper brillant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui a un spectre absolument magnifique. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que tu parles du terme de brillance, qui est un des termes œnologiques importants, parce que la brillance en fait traduit une forme d'acidité dans le vin. On peut la voir visuellement, mais on a beaucoup de corrélations. Et c'est pour ça que moi ça m'a toujours passionné, c'est que pour moi, le vin, c'est pour ça qu'on utilise des paraisons, c'est-à-dire des formes de verre un peu amples pour avoir une résonance. En fait, c'est une résonance olfactive, mais par exemple, on utilise en œnologie le terme caudalie. Les caudalies, c'est la caudale, c'est c'est la queue de la note de musique, hein. Donc il y a vraiment cette idée de résonance qui peut être intéressante et sur laquelle on voit bien qu'il y a un lien direct. C'est pour ça que moi, ça m'a toujours passionné, parce que j'ai toujours aimé la musique et j'aime évidemment déguster les vins et donc je trouve qu'il y a une vraie corrélation à ça et je pense que c'est aussi pour ça que Fox, c'était important pour moi que tu sois là aujourd'hui, c'est que en tant qu'artiste justement, je pense que c'est une disposition parce qu'en fait, je pense que les artistes sont beaucoup plus à l'écoute de leur sens et c'est ce qui les différencie notamment des analytiques, des intellectuels si on veut entre guillemets ou autres, parce qu'en fait pour moi c'est une forme d'attention, de conscientisation de ce qu'on joue. C'est toujours difficile de connaître quelqu'un à travers un prisme médiatique, donc forcément tout ce que j'ai pu voir de vous, etc., c'est toujours à travers une image. Moi, j'ai ressenti deux choses qui me paraissent essentielles sur l'image que j'ai pu me faire, en tout cas pu me former, mais peut-être aussi par rapport à certains faits. C'est que une chose est sûre, c'est que
il y a deux choses enfin plutôt trois choses qui semblent surgir chez vous. C'est à la fois, la première chose qui m'apparaît comme une évidence, c'est votre courage. Je trouve que vous êtes une femme très courageuse, parce que vous vous engagez en fait, et ça, quel que soit le sujet. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment une qualité première. La deuxième, c'est que vous faites preuve à la fois d'une grande sensibilité dans votre regard, en tout cas c'est ce que je peux ressentir, et en même temps d'une grande force. Et je vous ai entendu plusieurs fois dire que finalement, dans votre vie personnelle, vous étiez quelqu'un de très contrôlé. Oui. Et donc, du coup, je reviens très un peu, et c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit très ennuyeuse et très contrôlée. Et du coup, je rebondis un peu là-dessus, parce que finalement, à travers ce que vous dites, vous avez peur de perdre ce contrôle. Donc, il y a quand même chez vous toujours un peu ça. Bah oui, parce que je sais que moi, je suis quelqu'un de très désinhibé. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde, toute ma vie, a pensé que je buvais, que je me droguais, que je fumais des pétards. Jamais. Donc, peut-être je dégage ça, et peut-être c'est quelque chose que les gens pensent de moi, en fait, en me voyant ou en m'entendant ou quoi, mais non. Et c'est marrant parce que j'étais très amie avec Vangelis. Vous voyez qui c'est? C'est un grand compositeur. Bien sûr. Et c'était un de mes meilleurs amis. Et là, il est mort du Covid. Et lui, il a jamais bu de sa vie. Il était comme moi et on avait ce même truc ensemble, alors qu'il était... tout le monde pensait qu'il était complètement possédé et tout, et il a jamais bu, et on en parlait ensemble souvent, et il sentait exactement la même chose que moi par rapport à ça. Il s'avère que le vin a des vertus, et c'est d'assouplir certaines connexions entre les neurones que l'enfant, lui, de fait, arrive à faire. Adulte, on est forcément plus brimé aussi par des conventions sociétales, et le vin a selon moi ses vertus. Donc c'est vrai qu'il y a certains écrivains, certains artistes qui, juste avec un verre de vin, ont cette liberté peut-être. C'est peut-être aussi le point de différence, c'est qu'il y a peut-être une autre forme de créativité dans la littérature que dans la musique, parce que la musique, le problème, et en plus, oui, qui plus est, puis il y a une notion de maîtrise instantanée dans la musique qui est peut-être un peu en décalage avec l'écriture. L'écriture, on peut la revisiter, on peut écrire un premier texte, quelque chose qui sort, peut-être une forme désinhibée qui va sortir, et ensuite réapproprier le texte, alors que musicalement, quand on est on a passé en tout cas une forme de limite parce qu'on a bu un verre de trop, bah du coup la note ne sort plus, parce que pour le coup on n'a pas. D'ailleurs, on avait une règle avec mon groupe l'épée, là, avec Antoine Newcombe et les Liminanas. Quand on était en tournée, la règle du groupe, c'était pas d'alcool, quoi. Ouais. Les musiciens, ils n'avaient pas le droit de boire, c'était pas d'alcool. Et comment vous, sur votre manière de gérer, alors pour le coup je reviens sur la forme de l'actrice, comment vous imprégnez de vos personnages, notamment quand vous devez jouer des personnages qui sont justement aux antipodes de ce que vous vivez vous au quotidien? Comment on fait pour, en tant qu'actrice, pour se substituer et trouver les formes en fait, et les adapter, puisqu'on voit certains acteurs par exemple qui vont expérimenter en fait, qui vont soit se faire grossir, soit éventuellement se mettre même dans la mécanique du personnage. Oui, il y a plein de méthodes. Alors chaque acteur est différent. Il y a des acteurs, comme vous dites, qui sont complètement, qui vivent comme le personnage, qui sont même dingues avec ça, quoi, mais ils ont besoin de ça. Moi, non, je suis pas du tout comme ça. Moi, je fais ça comme un sport. Je le fais et hop, après j'oublie. C'est-à-dire, je me laisse faire. Il vous habite pas du tout, en fait. Non. Ok. Juste à l'instant. Ouais, si, il m'habite d'une certaine manière, mais sympa, quoi. C'est pas genre, je deviens dingo, quoi. Ouais. Non. Je fais ce que j'ai à faire, j'essaye de le faire le mieux que je peux avec le plus de cœur possible et voilà, mais je fais pas ça pour qu'on m'aime ou pour me soigner. Je fais ça comme un métier, comme un autre. D'accord. Ce qui veut dire que dans des films qui ont des ambiances assez particulières, je pense à la Vénus à la Foudre, où finalement vous êtes dans un rôle assez particulier, qui fait naître quelque chose d'assez étrange. Vous parvenez à ne pas être troublé encore chez vous en rentrant Non, pas du tout. Non, vraiment, je le fais, j'apprends mon texte, je le fais, hop, je me laisse faire. Et sorti du plateau. Je m'amuse. Sorti du plateau, c'est ouais, je m'en fous un peu en fait. Et puis, alors, peut-être que j'ai une qualité en fait, c'est que j'essaye pas d'être bonne. Parce qu'il y a beaucoup souvent, moi j'ai appris ça très jeune, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je sois bonne, quoi.
Et en fait, quand on essaye d'être bonne, finalement, on perd justement peut-être quelque chose. Et maintenant, j'essaye même pas d'être bonne. Je le fais avec tout mon cœur, voilà, mais après, bon, bah, c'est comme ça. Et puis, c'est pas grave, quoi. C'est-à-dire, j'essaye vraiment d'avoir de la distance. Parce que j'ai la sensation que ce métier, il peut aussi être dangereux dans la mesure où on s'investit trop et on est trop... Il y en a plein qui deviennent dingues à force de faire plein de personnages comme ça, et ils se perdent et ils savent plus qui ils sont, quoi. Mais ça finit par une sorte de schizophrénie. C'est ça. Et donc, moi, j'essaie de le faire de la manière la plus saine possible, si ça existe. Et du coup, mais parce qu'en même temps, vous avez beaucoup d'expressions, parce que vous écrivez, vous jouez de la musique. Enfin, je joue pas. J'écris, je chante, je joue du tambourin. Je suis très modeste. Oui, et le chant, c'est une forme. Oui, mais le chant, c'est comme le jeu, en fait. Et d'ailleurs, aux États-Unis, surtout à l'époque et encore maintenant, tous les acteurs chantent et dansent. Il n'y a qu'en France où tout est en catégorie. Tout segmenté. Ça fait partie du même métier, en fait. C'est une expression de soi, de sa voix, de son corps. Et donc voilà, mais c'est un truc d'interprète, en fait. Rien de plus. Et j'aime interpréter des morceaux, j'aime interpréter des personnages. Ça, j'aime beaucoup le faire. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui est pour moi pas quelque chose de facile, parce que je pourrais pas dire que c'est facile, mais oui, ça me vient un peu naturellement. Ouais, et puis pour avoir suivi un peu votre carrière, votre personnage, même quel qu'il soit, c'est-à-dire votre implication et votre force, en fait, n'a cessé de croître, en fait, dans votre carrière. Je trouve que vous avez pris des personnages de plus en plus qui ont des formes de plus en plus importantes, en tout cas dans l'expression, où j'ai le sentiment quand même qu'il y a une progression dans votre carrière. J'essaye. Après, vous savez, on fait comme on peut, avec les projets qu'on a, avec la vie, avec tout ça, hein. On essaye de faire au mieux, quoi. Et on n'a pas toujours les personnages qu'on désirait, et on est toujours un peu frustré. Il y a un film que vous aimeriez faire véritablement, ou un sujet particulier? Non, il n'y a pas de... J'ai pas de rôle... Par exemple, là cette année, j'ai joué Marilyn Monroe au théâtre avec ma sœur. Et c'était un super moment où elle jouait Simone Signoret. Et j'ai vraiment aimé beaucoup jouer ce personnage, parce que d'abord, c'est une Marilyn qui n'existe pas parce qu'elle est française. Donc, elle est complètement inventée. Et j'ai trouvé ça vraiment super improbable, mais super amusant, quoi. Donc, non, il y a plein de trucs que j'aime faire qui sont différents. Et les personnages que vous jouez, vous considérez qu'ils sont plus appréciables quand ils pourraient être une virtualité de ce que vous êtes déjà, ou quand, au contraire, ils seraient à l'antipode et pour vous ce serait une contradiction de devenir un jour cette personne-là? On a toujours, en fait, quand on joue, on met toujours de soi dans ces personnages. Même si le personnage il est très différent de vous, vous allez toujours trouver un lien, un lien émotionnel ou un lien intellectuel, où il y a toujours quelque chose où vous allez mettre de vous quand même dedans. Et d'ailleurs, quand il y a des personnages, moi parfois je lis des scénarios où il y a des personnages qui me parlent pas du tout, où je me dis, ça m'est arrivé encore très récemment, où je trouvais ça, j'aimais bien, mais je me voyais pas dedans, je voyais pas comment je pouvais croire à être ce personnage. Donc faut quand même qu'il y ait quelque chose, un espèce de lien, quand même, quelque chose qu'on puisse comprendre, qu'on puisse aimer aussi. Parce que moi, par exemple, je sais qu'il y a des acteurs qui jouent des personnages détestables et horribles, mais moi, par exemple, je crois que je pourrais pas faire ça. Mais c'est dur après. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui le font. L'image que vous véhiculez après derrière, c'est ça? Non, mais c'est pas ça. C'est comment... Bon, moi, j'ai travaillé avec Bruno Ganz au théâtre quand on a fait le retour à l'Odéon. Et lui, il avait joué Hitler, merveilleusement bien d'ailleurs. Et j'avais de l'admiration pour lui. Je me disais, mais comment il a fait pour jouer ce personnage? Moi, je pourrais pas jouer un personnage pareil. C'est pas parce que je trouve ça trop dur, quoi. Après, bravo, et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais moi, je pourrais pas faire ce genre de personnage. Tellement mauvais, quoi. Tellement... Donc,
Donc, je sais pas. Comme quoi, Moi, j'ai besoin de les aimer un peu quand même. Il y a quand même une part d'interprétation, en tout cas une part je dirais, d'appropriation. J'ai besoin de les aimer quand même. Même si c'est pas des gens parfaits, mais j'ai besoin de les aimer quand même, d'avoir de la tendresse pour eux. C'est important. Pour moi, en tout cas. Je reviens un peu sur la musique. Donc, forcément, je sais que, encore une fois, t'es musicien sur plusieurs registres, mais en tout cas essentiellement guitariste et puis également chanteur. Dans le groupe actuellement, vous avez des projets? Alors, on a un nouvel album qui est complètement écrit, complètement enregistré. Et il tarde à sortir parce qu'on a eu pas mal de sollicitations de divers artistes, notamment des compilations d'hommages à des personnes disparues avec plein d'artistes où on nous a demandé de faire des arrangements de leurs titres et chanter par d'autres, et qui est plutôt un exercice pas simple, parce qu'il faut réussir à pas trop s'éloigner de la version originale, mais en même temps d'essayer de mettre la patte de la personne qui va l'interpréter. Donc ça, c'est un bon exercice et c'est vraiment super, mais du coup ça prend beaucoup de temps, c'est comme il y a beaucoup d'artistes, on va s'étaler sur plusieurs mois, voire quelques années, puisque c'est un projet qui va mettre quasiment 3 ans. Là on est dans la dernière ligne droite, mais il aura mis quasiment 3 ans à rassembler tout le monde. Et puis il y a d'autres artistes comme Emmanuel. Et justement, par rapport à Emmanuel, puisque vous êtes en train de travailler ensemble sur des projets, comment tu fais pour capter, je dirais d'une certaine manière, un peu les attentes d'Emmanuel là-dessus? Comment toi tu travailles sur ton approche? C'est-à-dire que tu es force de proposition, mais par rapport à un a priori que tu te donnes sur la personne, ou alors au contraire tu pars dans plusieurs directions et tu vois quel choix fait la personne? En fait, c'est quand même bien de beaucoup parler ensemble avant pour se connaître et voir un peu les envies qu'elle peut avoir. Donc il y a pas mal d'entretiens, et après tout dépend aussi de ce qu'elle attend de nous. Il y a des choses, il y a des références qu'elle va nous donner, des choses qui l'ont touchée, voilà. J'essaye de pas trop écouter ce que la personne a pu faire avant, mais c'est difficile de pas le faire. D'une part pour pas forcément reproduire la même chose, évidemment, et puis aussi de connaître un peu sa sensibilité vocale. On n'est pas du tout dans quelque chose où j'amène mes chansons, je l'impose. La chanson te plaît, tu la prends, tu la chantes telle quelle. Non, la chanson évolue aussi avec l'interprète et avec ce qu'elle veut y mettre dedans. Ça m'est arrivé par exemple avec Imelda May, une chanteuse irlandaise, où je lui ai proposé un solo de trompette sur un morceau, et elle m'a regardé avec des grands yeux en me disant je vois pas du tout ce qu'elle va faire une trompette dans ce morceau-là. Donc j'ai assez vite abandonné l'idée, hein. Et voilà, mais c'est amusant en même temps. C'est vraiment un jeu, quoi. Moi, je profite forcément du fait d'avoir une certaine intimité avec toi, mais je sais par exemple que tu arranges énormément de morceaux, et pour de nombreuses personnes, notamment dans le milieu du show business, mais finalement, est-ce que tu prends le temps aussi d'écrire pour toi? Parce que je sais que tu écris énormément, et donc musicalement tu produis énormément. Et finalement, est-ce que tu as le temps de faire les choses un peu pour toi? Là, ça fait un moment que j'ai pas fait. Je l'avais mis à penser stand-by parce que puisque notre album, on va dire, il est fini, quoi, il manque plus qu'à le fignoler et à le sortir. Du coup, je me suis pas replongé dans l'écriture perso, dans la composition personnelle. Il y a au fond de toi un peu le rêve en tout cas des choses que tu aimerais mettre en place là-dessus. Est-ce que ça soit d'ailleurs à titre personnel ou justement avec ton groupe ou autre, une manière de travailler peut-être un peu différente? Est-ce que tu aimerais te porter plus sur le concert, sur la composition, sur l'enregistrement, parce que finalement c'est des travails qui sont un peu différents quand même musicalement. Ah oui, tout à fait. Les concerts, ça me manque énormément. Néanmoins, il m'arrive d'en faire avec d'autres formations, quelques fois dans l'année. Oui, parce que tu as un autre groupe, je crois, qui s'appelle les Red Farlow. Ouais, voilà, qui est plutôt un groupe de cover où du coup on va plutôt reprendre des choses que nous on aime. Mais voilà. Mais oui, la composition, ça me manque énormément, et les jouer en public, ça me manque beaucoup aussi.
La transition est toute choisie pour laisser place éventuellement à ce que vous interprétiez ou vous nous jouez un morceau de ton choix. Donc on va te laisser nous mettre un de tes morceaux favoris peut-être. Et je te remercie encore pour cet échange. C'est toujours intéressant de voir au niveau des sensibilités et des approches que chacun peut avoir. Santé. Santé. Glacé, plastifié, crucifié au-dessus des oreillers. Ah ah ah, jupe plissée, mouillée, vitre teintée sur le nez. Hiver, été, la clim, oh yeah. Limousine, errance, ça roule. Jouvence au bain de foule. Trop de lumière, c'est où la terre? Décoder, décrypter, décoder l'appel SOS. Décoder, décrypter, décoder les signes de détresse. Décoder, décrypter, décoder les signes SOS. Alerte, go girl. Sniffette les paillettes, les stress dans la tête. La télé, des fenestrés, hôtel moins nickel, shooté, flashé, sur des groupés, engourdis, de galère en croisière, fini par oublier que la voix de Singer qui sort fatigué du transistor, t'en a rêvé des fans par milliers, qui reprennent en cœur tes plans de crooner écorchés, saignés, enchaînés. Écoutez, décoder, décrypter, décoder l'appel SOS. Écoutez, décoder, décrypter, décoder les signes de détresse. Écoutez, décoder, décrypter, décoder l'appel SOS. Écoutez, décoder, décrypter, décoder les signes Alors Fox, justement, par rapport au choix de vin que tu as pu faire et celui que nous sommes en train de goûter, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce type de vin? Donc là, tout à l'heure, je parlais plutôt des souvenirs d'enfance avec mon grand-père, tout ça, quand j'allais, parce que c'était exclusivement du vin rouge qu'il y avait à table. Du coup, ça me rappelle plutôt l'époque où où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au vin et que j'ai découvert le blanc en fait en allant vendanger. J'ai eu cette chance en habitant dans la capitale bourguignonne qui est Dijon de pouvoir vendanger une fois. C'était chez qui? C'était au domaine de Philippe Bernard à Fissin. Ah oui. Donc on avait vendangé sur Fissin. Il y avait un peu de quelques parcelles à Gevrey aussi. Donc c'est un domaine de moyenne importance. Les vendanges ont duré une dizaine de jours. Et du coup c'est là que j'ai découvert un peu le blanc et même le rosé d'ailleurs, puisque sur Gevrey je me souviens exactement sur Marsanais. Donc c'est plutôt des souvenirs lors de mes 20 ans, 21 ans, 22 ans. Voilà, donc ça c'est marrant, à chaque fois que je respire du blanc ou que je goûte du blanc, ça me rappelle toujours ce moment-là. Le souvenir reste fidèle. Ouais, tu vois, c'est marrant parce que ça fait partie des questions que j'allais te poser, s'il y a justement des
des mémoires fixées un peu de tes souvenirs de vin, et donc la vendange en est une. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand tu as la chance de participer aux vendanges, ça te permet de mieux comprendre en fait les étapes de la vigne déjà, parce que c'est souvent de faire le lien aussi par rapport à la vigne. Et donc là en fait en l'occurrence ce qu'on t'a servi, puisqu'on t'a pas dit jusqu'à présent ce que c'était, c'est une cuvée qui s'appelle Sans Script, qui est le chemin de Bassac. C'est un terroir assez intéressant qui est composé essentiellement d'un terroir de schiste. C'est un terroir volcanique et on est en vin nature, donc un vin sans soufre, mais que j'aime beaucoup parce qu'en fait il a une vraie complexité olfactive et puis en même temps c'est une fraîcheur, et on n'est pas sur un viognier, puisque là pour le coup le cépage c'est viognier, mais on n'est pas sur le viognier d'opulence qu'on peut trouver sur Condrieu, mais plutôt sur un viognier un peu tendu, un peu voilà en phase d'apéritif quand on peut être là. C'est des vins qui prennent un peu leur dimension. Justement, et toi par rapport à ça, est-ce que il t'arrive d'avoir des humeurs par rapport à tes choix de vin en fait, quand tu as des saisons, des humeurs, ou alors c'est vraiment aléatoire en fonction de... Je suis plutôt partisan de faire confiance à la personne chez qui je viens acheter le vin. Je pense que c'est ça, oui, j'arrive et puis oui, c'est ça. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui irait bien sur telle viande, ou voilà, je reçois aujourd'hui, qu'est-ce que tu verrais bien. Non, je me laisse porter. Après, oui, j'aime beaucoup le vin, mais je suis pas un grand connaisseur, évidemment. Mais... Donc du coup, non, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux personnes, aux professionnels. Et puis voilà, quoi, je me laisse porter par les conseils. Et surtout si t'as fait, comme tu disais tout à l'heure, t'as un peu ton apprentissage sur les grands terroirs de Dijon. Le problème, c'est que t'as tout de suite pris une dimension importante sur la qualité des produits, puisque t'étais quand même dans un vignoble qui était quand même un vignoble assez de grande qualité. Je sais qu'on a souvent évoqué le sujet ensemble, parce que je sais que t'es aussi amateur de Bourgogne. Est-ce que actuellement tu découvres un peu d'autres terroirs qui pourraient te faire penser à cette finesse, ou est-ce que t'es dans toute autre chose? C'est-à-dire que globalement, est-ce que t'es resté sur ce profil gustatif, d'aimer les vins toujours un peu ciselés, comme peuvent être les vins de Bourgogne, ou au contraire tu pars sur autre chose, ou tu découvres d'autres univers, ou tu aimes bien rester dans ce... Non, j'aime bien découvrir. Je bois quand même principalement du Bourgogne parce que voilà, j'ai une tendresse, une affection particulière pour ce terroir, mais j'ai un souvenir d'un vin de Bandol. Alors je pourrais pas ressortir le domaine et le millésime, etc. Mais j'ai un très bon souvenir d'un vin de Bandol que j'avais goûté et que j'avais beaucoup aimé. Je me souviens aussi d'un vin californien que tu m'avais conseillé. Je pense que j'avais dû faire de la gastronomie américaine, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et du coup, je me souviens de ce vin californien. Il m'est arrivé aussi de boire du vin chilien, que j'avais beaucoup apprécié aussi. Après, il y a des vins du Languedoc que j'aime beaucoup aussi. Mais t'es assez hétéroclite, et finalement tu t'acceptes à peu près tout type de structure, les vins puissants comme les vins très légers, etc., etc. Tout à fait. Alors là, je t'ai posé une question, mais évidemment, parce que je te connais suffisamment pour savoir que c'est des endroits qui te sont chers, mais étant donné que t'es tahitien, donc d'origine, et que tu as eu l'occasion d'aller à Tahiti, est-ce que tu as découvert des vins là-bas? Est-ce que tu as goûté des vins là-bas, ou est-ce que tu as découvert, je dirais, des spécialités tahitiennes, parce que je sais qu'ils font des rhums? Je me souviens que dans un resto, on avait goûté un vin, mais j'avoue pas en avoir gardé forcément un grand souvenir. Par contre, il y avait une petite distillerie sur une île qui s'appelle Huayné. Et d'ailleurs, ils faisaient une liqueur, on va dire, qu'ils ont appelé d'ailleurs, auquel ils ont donné le nom de l'île, Huayné, avec plusieurs parfums, plusieurs saveurs. Et ça a été pendant quelques jours dans ce séjour notre divertissement, parce que c'était un alcool déjà que je trouvais très bon. Pas trop sucré, mais il y avait quand même une bonne dose de sucre. Et voilà, quoi, je garde ce souvenir-là parce que quand je parle de cette liqueur-là, j'y associe forcément tous les souvenirs qui y sont attachés, c'est-à-dire cette convivialité entre amis, ces moments passés avec une partie de ma famille, et qui est quand même
un des meilleurs souvenirs quand même. Et est-ce que t'as déjà, est-ce que la forme ou la typicité justement de ce produit qui est distillé là-bas à Wainé, est-ce que tu as des choses comme ça en France ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment complètement différent? Est-ce que t'as le sentiment d'avoir finalement, comme on pourrait trouver en Alsace, les eaux de vie alsaciennes ou les cognacs, les armagnacs ou les liqueurs, peu importe. Est-ce que c'est un style qu'on connaît nous sur l'hémisphère ou pas du tout? Ça peut me rappeler par exemple du vin de noix que j'avais déjà goûté dans le sud, qui est quelque chose un peu liquoreux et sucré comme ça. Voilà, ça me rappelle un petit peu ça aussi, un peu. À ceci près que de ce que tu m'en disais, elles font quand même plutôt 55 degrés. Oui, c'est vrai que les Wainé, mais c'est vrai que quand on les buvait, j'avais pas l'impression qu'elles faisaient 55 degrés. C'est vraiment ça le piège. Donc, je pense qu'il y a une vraie finesse dans la distillation du produit. Non, mais c'est vrai que ce qui est amusant, c'est justement quand on a la chance de pouvoir voyager comme ça et de voir un peu les choses qui peuvent être produites et de voir aussi les coutumes qui sont toujours un peu amusantes. Et c'est vrai que pour avoir quand même de nombreuses fois eu l'occasion de discuter avec toi et de déguster également avec toi, ça définit toujours aussi un peu les approches et donc cette ouverture que tu peux avoir, c'est vrai qu'elle est aussi peut-être liée à la manière dont tu vas voir les choses. Je reviens un peu sur ta manière de gérer j'allais dire ta cave à vin, mais en tout cas ton approche du vin. Est-ce que tu as une habitude, quelque chose, un rituel que tu t'es donné? Moi, par exemple, tu vois, pour te donner un exemple de ce que je cherche à avoir, j'ai un rituel, notamment au mois de décembre, j'aime boire une coupe de champagne avec c'est le moment où on se fait plaisir, avec un petit peu de caviar. Pour nous, c'est un rituel que j'ai, parce que avec ma femme sur lequel on partage ça. C'est une sorte de petit moment. On sait qu'on le fait une fois par an. C'est un moment où voilà, on y consacre un peu de budget, mais on se fait plaisir. Est-ce que toi, tu as des rituels un peu comme ça, marqués? Par exemple, le foie gras, je l'apprécie d'autant plus avec un vin d'Alsace. Le pinot gris que j'affectionne aussi beaucoup, j'aime bien. J'ai du mal en fait d'associer un vin gras avec ce type de mets. Donc le pinot gris ou même un Gewürz à la rigueur, j'aime beaucoup l'association des deux. Donc voilà, si je dois manger du foie gras, voilà, je préfère me faire plaisir en le dégustant avec pinot gris. J'avoue quand même sur l'Alsace, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Surtout que c'est des cépages qui prennent de la complexité avec le temps et je sais aussi que tu cuisines beaucoup et t'aimes bien cuisiner, donc t'as en tout cas un vrai attachement à préparer des choses en cuisine justement. Est-ce que tu es sensible à ça et tu es toujours assez, je dirais, consciencieux dans tes choix par rapport à ce que tu vas établir? Est-ce que tu le projettes? Est-ce que tu dis tiens, je vais mettre ça en place, je vais cuisiner cette chose et je vais accompagner avec tel type de vin? Est-ce que tu... c'est là où le professionnel intervient. Oui. C'est-à-dire que je vais demander conseil effectivement. Voilà, si je vais partir sur un bœuf bourguignon, tout de suite je vais en parler aux professionnels pour savoir voilà quel est le vin le plus approprié. Donc forcément on va partir sur un Bourgogne, mais voilà de tel type, est-ce qu'on va partir sur un Bourgogne des Hautes-Côtes ou voilà ce genre de choses. Donc ça ouais, je fais plutôt confiance aux professionnels. Je vais pas partir d'emblée ça m'est arrivé d'aller moi-même faire un choix, mais voilà, en général quand je cuisine, c'est vrai que je cuisine pas très souvent, mais j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est quand je reçois. Et si je reçois, généralement, je veux pas décevoir, je veux vraiment mettre les petits plats dans les grands, etc. Donc, je vais essayer de faire un plaisir au maximum à mes convives. Donc, je vais essayer vraiment d'avoir une association quasi parfaite, on va dire. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que j'agis. D'accord. Juste avant de clore, en tout cas sur la partie
la partie vin, il y a une bouteille qui reste pour toi marquée, hormis le fait, donc on en a parlé tout à l'heure par rapport à ton souvenir de vendange sur lequel effectivement il y a un souvenir marquant qui est resté. Mais est-ce que tu as une rencontre avec une bouteille vraiment extraordinaire qui a dépassé toutes tes attentes parce que tu l'as bu à un moment ou à une phase où cette bouteille avait une expression notamment étonnante que tu n'attendais pas et qui te laisse un souvenir mémorable? Alors je vais parler de quelque chose qui est pas très joyeux. Je viens de perdre un collègue et ami il y a quelques jours. J'ai tout de suite fait l'association de son décès avec un vin blanc qu'il affectionnait particulièrement et que j'ai beaucoup aimé, et c'est quelque chose qu'on arrivait à avoir très peu parce que on fallait le commander en avance, on avait 6 bouteilles par an, et c'est un vin de la région de Chassagne-Montrachet, qui est les Changuins, et qui est vraiment une bouteille particulière pour moi. Ouais. Ouais, sur lequel tu as un attachement, là ouais. Pour le coup, qui est relié à un événement et au vin, quoi. Voilà, voilà. Il y a quelque chose d'affectif en plus derrière. Tout à fait. Ouais. Je me souviens, moi, tu vois, pour l'occurrence, on avait eu l'occasion un jour de dîner ensemble, et j'ai un très bon souvenir d'un vin que j'avais ouvert avec toi, qui était un Chambol-Musigny 2003, si tu te souviens, qui était remarquable, et qu'on avait eu l'occasion de boire ensemble. Et tu vois, ça fait partie d'un des vins que je garde aussi présent, parce que pour moi c'était vraiment à la fois évidemment l'événement qu'on vivait ensemble, parce que c'était sympa aussi de partager ce moment avec toi, mais aussi le plaisir que le vin ce jour-là dans son expression avait. Je me souviens qu'on avait passé un peu de temps à apprécier justement ces arômes, puisque tu te souviens on avait un autre ami qui était avec nous ce jour-là. C'est une journée d'ailleurs relativement estivale, et comme quoi finalement les souvenirs se marquent à travers des moments partagés avec des amis, mais aussi avec le plaisir que l'on peut avoir des sens qui s'associent et qui fait que tout ça se démultiplie et donne des souvenirs toujours sympas et intéressants. Moi, je t'ai quand même souvent vu te représenter publiquement, etc. J'ai jamais ressenti chez toi une forme de stress. D'ailleurs, c'est toujours ce qui est impressionnant, c'est que tu commences la scène, on est en train de discuter au préalable, je dirais, d'une discussion qui n'a rien à voir avec ce que tu vas jouer, et puis tu te mets à ta guitare, et puis tu prends un peu les choses et tu te règles comme si c'était un rendez-vous. Tiens, j'ai rendez-vous pour commencer mon concert à 20h30, je commence à 20h30, et en général d'ailleurs t'es précis sur l'horaire, et tu commences ton concert. Donc d'une certaine manière, on a l'impression que t'as pas du tout de phase de stress ou de... Alors j'ai une vraie phase de stress, je pense qu'elle est plutôt intérieure, j'essaie de pas la montrer, mais ça s'apprend, c'est-à-dire que je sais où je vais avant le concert, donc je sais que si le concert commence à 20h30, à 20h15 je suis déjà prêt, mes guitares sont accordées, j'ai déjà fait mes tests avant, donc mais si j'ai pas toute cette phase-là avant de préparation, je vais voilà. Prêt, on en a pas. Voilà, c'est exactement ça. Donc il y a toute cette phase préparatoire. Généralement sur un concert, je suis là des heures avant. J'ai déjà tout installé, tout est en place, et comme ça après. Il n'y a pas des fois où il y a une outrance de la préparation qui fait que en fait tout ton travail artistique, que ce soit aussi dans le métier d'acteur, il se trouve un petit peu trop mécanisé, où t'as finalement un cérémonial de ok, je fais ça, je fais ci, et donc à la fin finalement l'adrénaline que tu peux ressentir justement à cette non-préparation qui laisse place à une liberté, à une créativité un peu du moment, elle est anéantie. Non, mais ça, en fait, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est-à-dire que plus on est préparé, plus on peut se laisser faire, et plus on peut se laisser aller. Je pense que les gens qui disent « Ah non, mais moi j'arrive, j'ai rien appris, je connais pas mon texte, et ça va le faire », non, ça le fait pas. C'est-à-dire, au contraire, plus on est préparé, plus on connaît son texte comme une prière, que ce soit sa musique, ou plus on peut se laisser faire et être libre et pouvoir justement s'exprimer. Donc en fait, je pense que c'est une fausse idée naïve de ce qu'on peut penser quand on est jeune, de tout d'un coup que justement de pas être préparé, que ça va être cool. Ça va pas du tout être cool, quoi. Ça va pas être la cata même. Enfin, moi c'est ce que je pense. Ouais, et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que
Après, c'est ma personnalité aussi comme ça. Je sais que j'ai besoin de maîtriser beaucoup les choses. Donc, je vais pas aller brancher ma guitare et me dire c'est bon. Donc, cette phase préparatoire, elle me permet justement d'avoir du plaisir après. C'est-à-dire que je suis tellement préparé, je suis tellement bien. Après, sur le moment même, j'ai tous mes garde-fous, quoi, en fait. Et du coup, je sais que je peux aller où je veux parce que mes garde-fous sont en place. Le plaisir, il vient justement quand tout est bien géré, et puis après on peut se laisser faire et on peut justement être libre et plus avoir... Enfin, c'est pareil quand on joue, en fait. Si on doit penser à ce qu'on doit dire, waouh, c'est chaud, quoi. Que si on le dit comme une prière et que ça sort tout seul, ben là, on devient vraiment le personnage. Parce que dans la vie, on pense pas à ce qu'on va dire. Et c'est pareil, en fait. Et ça, justement, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de travail en amont pour pouvoir être libre. Je pense que la liberté, elle passe par là. Je suis d'accord. Oui. Ouais, c'est intéressant, mais c'est sûr que c'est ce qui suppose qu'il y a un énorme travail derrière tout acteur ou tout musicien, et que forcément quand on voit le rendu, on a l'impression que les choses sont faciles et libres, mais que finalement tout ça c'est la production d'un travail en amont qui est... Et je pense que plus on a travaillé et plus on est préparé, plus les choses sont faciles et plus justement on est libre et on peut s'exprimer et on peut atteindre quelque chose de vraiment intéressant. Si on prend l'exemple de Mozart, par exemple, on dit qu'il écrivait ses premières pièces à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, ok, c'est un génie techniquement, etc. C'est un grand virtuose, un très grand compositeur qui est capable d'écrire sa musique sans même être sur l'instrument. Sauf qu'on ne prend pas la phase préparatoire que son papa lui avait fait. Et en fait, son père l'a obligé à faire du piano pendant des heures par jour. Il y a un énorme travail. Il est pas né en se disant, avec une aptitude évidemment, mais son père l'avait énormément préparé avant. C'était des heures et des heures et des heures et des heures de musique avant qu'il ait cette phase. C'est toute la conception nietzschéenne du génie et qui passe aussi par l'exemple de Beethoven. Beethoven, ses pièces, elles n'étaient pas écrites d'emblée, ses morceaux n'étaient pas écrits d'emblée, on surprend ses carnets, il y a 1001 ratures et... C'est ça. Et je reviens sur le sujet du vin, mais je me questionnais souvent, il y a cette injonction actuelle qui impose de boire moins, de faire attention à sa consommation d'alcool, mais je trouve qu'elle vaut aussi dans l'autre sens. Lorsque quelqu'un dit « je ne veux pas boire », tout de suite on le questionne, Oui, c'est vrai. Est-ce que vous la ressentez? Ah oui, absolument. Moi, c'est toujours, mais tu bois pas, genre comme si c'était quelque chose de mauvais, quoi. C'est vrai. C'est vrai que la société, elle est très... un peu moins maintenant. Comme vous dites, j'ai l'impression que maintenant, il y a plus de compréhension par rapport à ça. Avant, c'est vrai que les gens fumaient, buvaient, tout dans les... Bon, c'était marrant. Oui, mais qui était aussi une époque... mais une époque aussi, d'ailleurs, c'est un des sujets... C'était plus joyeux. Oui, enfin, pas uniquement. Enfin, ce que je pense, c'est... par rapport à ça, c'est notamment, c'est un peu dans le déroulé du podcast qu'on s'est dit de mettre en place. On s'est dit qu'on s'interdirait toute forme de censure, qui sont des formes d'autocensure. Et en fait, ce que vous dites aussi, c'est cette époque, je me souviens très bien de ces écrans, toute cette époque en fait où c'était à la fois too much, la fin des années 80, voire 70-80, qui était vraiment une époque où il y avait une vraie liberté en tout cas. On a le sentiment aujourd'hui qu'on arrive dans une forme inverse où finalement on ne peut plus dire quoi que ce soit et finalement tout est sous une forme soit politisée, soit on va avoir une censure sur tel sujet, on va se dire tiens on va parler... C'est pour ça d'ailleurs que même dans le sujet qu'on peut avoir là, qui est un sujet complètement libre, moi ce qui je trouve intéressant par rapport à ce qu'on échange, c'est d'entendre la femme d'un tout prisme finalement médiatique où Fox, le guitariste, est aussi la personne qui peut parler en toute liberté en fait, sans aucune pression quelle qu'elle soit, que ce soit parce qu'on est sur telle chaîne, telle émission. Mais on ressent ça, je trouve, de plus en plus, c'est que finalement et bien sûr, il m'apparaît comme complètement ridicule d'imaginer que celui qui boit serait juste un buveur d'alcool pour boire de l'alcool, juste pour l'effet escompté, ce qui est à mon avis pas le cas dans 90% des cas. Et réciproquement, celui qui décide de ne pas boire, il décide de ne pas boire, et ça doit être aussi une liberté, sans qu'il y ait un jugement moral d'un côté comme de l'autre. Mais
c'est souvent des formes aujourd'hui où on sent en tout cas cette espèce de dualité entre ceux qui boivent et ceux qui ne boivent pas, comme si c'était des parties, mais ça n'en est pas. En fait, le problème, c'est que dans le mot boire, tout dépend ce qu'on y met. Et d'après ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est une définition, mais qui n'est pas forcément celle qu'on revendique. Il y a bien sûr, voilà. Et surtout, on peut boire un verre de vin sans sombrer, sans perdre le contrôle. Il y a aussi ces formes-là. Et je pense que c'est ce qui est important de voir. Moi, je peux constater, par exemple, par rapport à notre expérience, que quelquefois il y a un raccourci aussi évident entre tu bois un verre de vin, t'as peut-être un problème avec l'alcool, etc. Il y a aussi ce phénomène-là, et ce qui n'est pas forcément le cas. Je connais plein de personnes qui boivent du vin quotidiennement pour leur repas depuis toujours, et qui ont maintenant 90 ans. Oui, mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est même conseillé pour la santé. Après, c'est quand même une forme d'addiction, mais on est addict à tout, de toute façon. Oui. On est addict à notre téléphone, on est addict à toutes sortes de choses. Donc, aux séries, à tout. on est complètement addict à tout. Donc, disons que placer l'addiction uniquement dans l'alcool et dans le fait qu'une personne puisse boire un verre de vin tous les jours, c'est déplacer justement toutes ces addictions encore plus prégnantes telles le téléphone ou même les réseaux sociaux. C'est juste pour écarter un problème qui finalement peut-être dans le fond est plus difficile encore à gérer qu'une addiction à l'alcool. Bien sûr. Parce que de fait, une grande majorité de l'humanité en fait est addicte et ne peut plus se passer. Et se passer de téléphone, c'est aussi se passer d'une certaine forme de sociabilité, de rapport à l'altérité qui maintenant passe majoritairement par les réseaux. Et on le voit avec énormément d'ados, de jeunes adultes et même maintenant de plus âgés. Si je me coupe des réseaux sociaux, en fait je me coupe du monde et directement je justifie qu'on me rejette en même temps. Parce que les autres ont des sujets de conversation que moi je ne peux pas avoir avec eux du fait de ne pas suivre ce que eux peuvent suivre. Donc c'est juste le déplacement d'un problème dans quelque chose qui finalement n'en était pas un, puisque depuis toujours on boit de l'alcool et nos consommations ont évidemment fluctué au cours du temps. Mais la blâmer, je crois que c'est se tromper. Non, bien sûr, bien sûr. Après moi, c'est vrai que j'essaye, en tout cas même avec le téléphone, de le couper. De gérer le téléphone. Ah ouais. Vraiment. J'essaie vraiment de pas être tout le temps sur mon téléphone, de pas de couper quand je fais du sport, quand je dors, quand je fais une émission, quand j'enregistre, quand je travaille, quand je répète. Il y a des gens, je vois, qui sont tout le temps sur leur téléphone et je trouve que c'est chaud, quoi. Je trouve que c'est même pareil pour la concentration. Ouais, je trouve que pareil, c'est une addiction même pire que l'alcool ou même pire que plein de trucs. Le meilleur cas, c'est celui du scroller qui finalement se rend même pas compte qu'il est en train de faire défiler des images et qu'il est devant son téléphone depuis maintenant 3 heures. C'est ça. Et qu'il ne sait Et le temps qu'on perd fondamentalement parce qu'il a regardé. Aussi, franchement. Et du coup, ça m'intéresse ce que tu dis. Dans le cinéma, sur un plateau, on imagine qu'il y a beaucoup d'attentes. Et qu'avant, quand il n'y avait pas les smartphones, il y avait beaucoup de discussions entre les acteurs. Et du coup, ça a changé les rapports, le smartphone. Bien sûr que ça a changé les rapports. Bien sûr. Après, il y a quand même... Tout le monde n'est pas sur son téléphone. C'est surtout les jeunes, j'ai l'impression. Vraiment, la jeune génération, ils sont plus sur le téléphone. Je pense que notre génération, elle est quand même... On a grandi sans. Donc forcément, on n'a pas le même rapport. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis un peu comme vous. Moi, j'ai tendance à... J'ai même supprimé ma télé il y a une quinzaine d'années. Donc autant dire que je trouve que voilà la présence en tout cas des GAFA ou des médias et en fait le scroll c'est un vrai piège auquel on tombe tous parce que en fait ça joue sur nos propres impulsions naturelles qui font qu'on est toujours en train de scroller en imaginant qu'il va se passer quelque chose alors que ça se passe rien. C'est ça. Le problème de cette consommation d'informations, c'est que finalement, qui se souvient de ce qu'il a regardé quand il a passé 3 heures à scroller? C'est des vidéos qui durent à peine 30 secondes et qui enchaînées de toute façon, c'est comme s'enchaîner 5 livres dans la journée. En vérité, je suis pas sûre que c'est peut-être dans une certaine mesure et à la fois, pour moi, c'est se bourrer le crâne et en quelque sorte, c'est un excès comme de toute façon, tout ce qui est fait en consommation et en exagération,
et jamais quelque chose de positif, je pense. Vous lisez beaucoup, Emmanuel? Vous lisez beaucoup? Ouais, j'essaye de lire. J'essaye Ok. de lire au maximum. Je lis pas assez parce que j'ai tout le temps plein de trucs et je trouve que depuis qu'il y a ce téléphone, on est tout le temps sollicité de partout, de ceci, de cela, 18 mails qu'il faut répondre et du coup on a moins de temps en fait. Ouais. Et c'est ça que je trouve dommage. Mais j'essaye de lire, j'essaye d'aller au cinéma, j'essaye de voir des expos, d'aller au théâtre, de faire d'autres choses. Mais c'est vrai que je trouve que depuis qu'on a ces téléphones, on a moins de temps. En fait. On a moins de temps, ce qui est un peu paradoxal, c'est que finalement ça a été inventé pour... Gagner du temps. On en gagne du temps, parce que finalement envoyer une lettre, c'est normalement plus long, plus compliqué, ça nécessite d'écrire à la main, de prendre du papier, de mettre un train, mais d'aller poster la lettre, tandis que le mail, finalement, c'est un clavier, c'est un ordi, et sur un bouton c'est envoyé, et finalement on se retrouve... Et le mail ne reste pas. À la différence de la lettre qui peut rester dans un petit coffre. Le mail reste aussi, mais... Bah, pas sur du très long terme. Moi, c'est marrant parce que bon, elle évoque un sujet que je trouve amusant parce que j'en parlais avec ma fille et moi j'ai une fille qui a 20 ans et je lui disais quand t'écris des lettres d'amour à ceux que tu aimes, écris-les sur une lettre parce que ça reste. Ouais. Moi, j'ai des lettres que j'ai écrites quand j'étais gamin et que j'ai gardées ou que j'ai reçues et que j'ai gardées. Et je pense que si demain on écrit que sur des SMS, vous les garderez pas. Donc il y a cette espèce de traces que laisse le papier et que laisse pas le numérique. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une espèce de banalisation en fait avec les textos, avec. Après, oui, c'est vrai que c'est bien pratique, quoi. Et même pour des rencontres, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui rencontrent des gens sur Instagram, tout ça. Moi, ça me dépasse un peu, ce genre de truc. Le supermarché. Mais c'est parce qu'on est vieux, tout simplement, quoi. On peut pas finir sur ces mots, on est vieux. On va terminer puisque je sais que après vous avez un enregistrement à faire, donc encore une fois, merci à tous d'être venus participer à notre premier podcast. Alors du coup, le cérémonial de fin pour qu'on puisse noter la fin de notre émission, c'est qu'on va trinquer à nouveau. Mais je vais demander à Fox et puis à Emmanuel éventuellement si on peut trinquer à un vœu. Alors évidemment, je ne demande pas un vœu intime, un vœu de ce que vous aimeriez, peut-être soit pour les autres, soit pour vous, ce que vous voulez. Et comme ça, on trinque à ce vœu-là en espérant qu'il se réalise. Donc je laisse Emmanuel commencer si vous avez déjà l'idée. Un vœu, je sais pas, que le monde soit un peu plus doux. Le monde plus doux. Et ça c'est bon, c'est un vœu universel. Un peu ambitieux, mais c'est bien, moi, il faut l'ambition. J'ai un vœu auquel ça va m'intéresser également, c'est que je vais souhaiter beaucoup de succès au prochain album d'Emmanuel, puisque j'y suis lié aussi, donc du coup, si elle a un beau succès, je me l'approprierai un petit peu, je me dis, ouais, j'y suis un peu pour quelque chose, et du coup, ça me fera plaisir. Bon, en tout cas, merci encore, et vraiment pour la simplicité, la réactivité à cette invitation, qui fait que, pour nous, c'était un grand plaisir de vous avoir tous les deux ici. Merci en tout cas, merci.